Monsieur Racette, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes directeur général de la Société d'habitation populaire de l'Est de Montréal, qu'on va appeler CHAPEM. Expliquez-nous donc un peu votre parcours. Qu'est-ce qui vous a amené à cette organisation-là? Faut que je parte dans ma tendre jeunesse. Je viens d'un milieu défavorisé à Montréal, le centre-sud, Fulham, Ontario. Mon père est chauffeur et propriétaire de taxi. Ma mère vient de la campagne. Donc, c'est des gens allumés, mais peu instruits. Et je vis dans un quartier extrêmement difficile. J'ai été à l'école des Lormiers où ça jouait dur. Mm-hmm. Mes amis qui dérapaient, je me souviens, ils sniffaient du Remover. Mon père travaille fort, achète un deuxième taxi, un entrepreneur. Donc, finalement, on est capable d'acheter une maison dans le Nouveau-Rosemont. Okay. On change de quartier. Ça fumait des joints, c'était pas la même chose. Et il y avait un clash culturel important. Et mon père toujours nous disait, j'ai un frère et 2 sœurs, puis il nous disait, vous allez tous aller à l'université, vous allez aller à l'université jusqu'à temps d'avoir de la barbe, les filles aussi. Donc, les filles aussi. Et c'était vraiment une volonté d'apprendre. Mon père était très, bien, il est toujours vivant, était très curieux, un autodidacte. Donc, puis un entrepreneur. Il voulait acheter le pont Jacques-Cartier, puis c'était toujours... Puis dans le taxi, plus tu travailles, plus tu fais d'argent. C'est pas payant, mais s'il avait besoin de travailler 100 heures par semaine pour payer de quoi, il faisait 100 heures. Puis là, il y avait d'autres taxis. Donc, j'ai beaucoup appris. Ces chauffeurs venaient payer à la maison. Donc, j'avais un cadre assez entrepreneurial. Donc là, si je ferme la boucle pour mes parents, ma mère aussi a du guts, puis a fait des ménages, ça c'était intéressant au niveau. Elle venait de la campagne, elle voulait apprendre l'anglais, donc elle avait été à Ville-Mont-Royal, elle était bonne, dans les années 50, pour des anglophones. Donc, elle avait une vision du Canada. Donc, bref, je suis curieux, je veux tout étudier. Je vais en sciences au cégep. Je fais des sciences pures et appliquées. Donc, je me tape 6 cours de mathématiques. Je tripe, j'aime vraiment les mathématiques. Différentiel intégral. Oui, c'est ça, les matrices, c'est ça. C'est exactement. Puis, donc, il y a une couple de branches. Et ça, je trouve ça fascinant, puis c'est pur. C'est-à-dire que il y a une vérité des mathématiques. C'est oui ou c'est non. Plus tard, il y a des zones grises. Je fais aussi des sciences, la physique, la chimie, mais je suis aussi hyper intéressé par les langages, le français. Donc, je fais aussi 6 cours en études françaises. Il y a 4 cours, puis je prends chanson contemporaine avec Sylvain Lelièvre, donc, qui était au cégep de Maisonneuve. Puis un autre cours, je me souviens pas. Donc, j'ai un bagage beaucoup en sciences, puis là, je ne sais pas quoi faire dans la vie. Puis, je m'en vais au cégep de Maisonneuve, au centre d'orientation. Je voulais transformer le monde aussi. Je voulais changer la société. Ça, c'était quelque chose qui me portait. Je ne sais pas comment. Puis là, l'orienteur me dit, c'est facile, va en actuariat. Tu montes des systèmes, tu fais des chiffres. Je dis, c'est trippant. Là, je m'en vais à l'Université de Montréal. Et là, je me rends compte que tu calcules des primes d'assurance, tu calcules la rentabilité des fonds de placement. C'est pas du changement social. C'est pas, puis le rapport aux individus, puis il y a quelque chose, l'habitation, c'est concret. C'est concret, puis tu le pointes. Donc ça, je dis, je suis pas à bonne place, mais j'aime beaucoup les mathématiques. L'autre élément aussi, c'est que je me rends compte, on a un groupe de 30 ans. Là, on est réunis, la première chose, pour dire, vous êtes les étudiants qui s'en vont en actuariat. Puis là, il y a un prof qui dit, de quel cégep vous venez? Puis là, ils disent, Brébeuf, 18, Grasset, 8. Puis là, finalement, cégep public, on était 2. Avec un clash. Il y a un clash, mais je m'adapte bien. J'aime les êtres humains, puis je m'adapte. Je suis capable de parler à plein de monde. C'est rare que même les plus odieux, je vais être capable de tenir une conversation correcte avec eux. Donc, bref, je suis à l'université, puis mon idée de transformation, je m'implique dans des associations étudiantes. Donc, rapidement, en mathématiques, la première année, je suis représentant de classe. La deuxième année, je suis représentant du département de mathématiques
à la Fédération étudiante de l'Université de Montréal. Okay. Puis la 3e année, ben là, je suis au conseil exécutif. J'étais avec du monde de Sciences Po. Puis eux autres, ils ont toutes les théories marxistes que je les écoute. Je dis, l'analyse est intéressante. Oui, je partage ça. Les solutions de la révolution, je ne suis pas sûr des solutions. L'analyse, je l'achète, mais les solutions, pas partout. Je suis là-dedans. Je fais mon bac en mathématiques en étant beaucoup impliqué dans les associations étudiantes, en me rendant compte que je suis capable de mobiliser les gens. On faisait des grèves étudiantes à l'époque, énormément. Et là, quand j'ai fini mon bac en mathématiques, j'ai dit, OK, moi, je veux aller en sciences sociales, puis je vais aller en français, le français en études françaises. Donc, j'ai été à Sherbrooke, j'ai fait 1 an en études françaises. Donc là, vu que je n'ai pas de formation en économie, je fais 1 an en économie. Puis après, je m'en vais en maîtrise en économie par Sherbrooke. Puis Sherbrooke, c'est une université hyper intéressante. Puis mon père avait acheté quelques maisons. Puis je voulais voir l'habitation, qu'est-ce que ça voulait dire. Donc, une maîtrise très longue. J'ai vraiment mis beaucoup de temps en réflexion. C'est l'habitation en milieu urbain défavorisé, le Code Montréal, 1962 à 1980. Donc, j'ai étudié des quartiers à Montréal, une étude d'offres et de demande d'abord. Donc, c'est quoi l'offre? C'est quoi? Dans 6 ou 7 quartiers, le T de la pauvreté à l'époque. Donc, Pointe-Saint-Charles, Saint-Henri, Centre-Ville, Centre-Sud, Hochelaga-Maisonneuve, Plateau, puis le Mile. Donc, c'était le T de la pauvreté. C'était comme ça, géographiquement. C'est intéressant, ça. Ouais, après, c'était le S, parce qu'on était chercher Côte-des-Neiges. Puis là, aujourd'hui, je ne sais plus, là, je ne sais plus. Mais j'ai beaucoup lu des études américaines, des études canadiennes, des études européennes, françaises. Donc, c'était une super grosse affaire. Puis là, je finis en regardant sur une base territoriale. Donc, je fais l'offre et la demande, puis après, c'est bien beau ça, mais la dynamique n'est pas comme ça, là, dans l'intuition. C'est quoi la revitalisation urbaine? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le changement des ménages? Qu'est-ce qui se passe avant? Puis il y a plein d'études. J'ai vraiment, ça m'a alimenté, ça m'a passionné. Et là, quand je sors de l'université, je finis, on part une coopérative d'habitation dans Hochelaga-Maisonneuve. Après un super souper arrosé, où là, moi, je disais, ben, on va partir, on va mettre chacun, ma blonde, puis moi, puis un certain montant. Puis, on avait cherché des maisons, puis on a trouvé un petit siplex en Hochelaga-Maisonneuve. Il coûtait 82 000 $. Donc, on a dit, on met 3 000 $ chaque, 12 000, puis on va aller voir le banquier. Et là, c'était... un de mes bons amis était économiste. Puis à l'époque, c'était en 90, le taux d'intérêt et le taux d'inflation était à 10 ou 12 %. Donc, lui, il disait, moi, je n'ai pas de trouble de placer mais je vais avoir le même coût d'opportunité. Si j'ai la banque 12, je vais avoir 12. Puis je disais à Yves, ça n'a pas de maudit bon sens, on ne le fera pas. Donc, vers 3 heures du matin, on a conclu avec un coût raisonnable égal un peu à l'inflation. On a réglé pour 4 %. Et là, je devais voir le directeur de caisse, je suis rentré à la caisse, puis je me souviens, je l'avais fait rouler la tâche. Je dis, vous êtes une coop, on va être une coop. Je dis, on va faire un projet, comment vous pouvez nous aider? Le gars, il était crampé en deux. Il regarde mes affaires, j'ai pas une formation en finance, puis bref, il dit, vous mettez chacun 3 000 $, 12 000. Si vous mettez 1 000 $ de plus chaque, je vous finance. Oh. Donc, on est parti, puis on avait une offre d'achat sur une maison, puis là, on était voir la SHQ. La Société d'habitation du Québec. Puis là, le monsieur qui nous reçoit, Jacques Lemay, me reçoit, je ne sais pas, à 4 heures. On est sorti de là, il était à 7 heures le soir. Puis il était en mode solution. Puis il dit, ça n'a pas d'allure, ils sont hors programme, ils sont en tout cas. Finalement, il nous tricote de quoi, puis on achète une première maison. Puis là, après, qu'on soit copropriétaire, on l'avait acheté comme copropriétaire, puis on trouve un financement à SHQ pour récupérer notre argent puis le vendre à coop, parce que d'abord, on est copropriétaire. Okay. Donc, on fait une première, un 6-plex. On avait mis 16 000 avec les coûts de détention, on a une subvention de 18 000. On récupère notre argent. Le lendemain, on s'en va acheter un triplex dans Hochelaga-Maisonneuve avec un de nos amis. Il dit, tu prends le bas, puis on prend. Donc, on a fait 4 comme ça. Donc, on a fait 4 immeubles. Mais qui restaient des coops. C'était toujours la même coop. Donc, on a fait plusieurs propriétés. Puis là, je montais le modèle. J'avais un modèle théorique. Okay. Puis moi, mon pari, je disais, c'est l'immobilier, c'est rentable.
Avec le temps, tu payes ton hypothèque après 10 ans, 15 ans, puis une prise de valeur. Tu as de l'équité. Ouais. Tu as de l'équité, mais qui te permet de faire du développement, puis de faire des choses. Donc là, on est dans la coop, on fait la première, c'est des amis, on fait la deuxième, c'est des amis. Puis là, on est en 86, 87, 88. Mais là, le marché explose. Puis là, on achète un 8-plex. Puis là, on se rend compte après, parce que c'est démocratique, une coop. Donc, les 6 premiers logements, nous autres, on restait dans le rez-de-chaussée, c'était la première maison, on avait mis l'argent. Donc, on payait, si je me souviens bien, 300 piastres le loyer. Okay. Au deuxième étage, mon meilleur chum, 275, puis les autres, les petits logements étaient à 150, 175. Là, on achète un 8-plex. 7 4,5, des petits 4,5, puis un immense logement de 1500 pieds carrés. Et là, les 4,5 sont à 345 piastres. Oh. Et nous, on paye 325. Pour plus grand. Pour plus grand et pour plus beau. D'une part, puis c'est inéquitable, puis là, ça se pose des questions de mobilisation. Nous autres, dans les premières maisons, je ne suis pas manuel, là. J'ai pas de... Puis on a appris à démolir des murs, on a défait le hangar, on faisait du bénévolat, puis on donnait de la valeur, puis on gérait l'affaire, puis on amenait, puis on faisait des politiques. Les nouveaux qui arrivaient trouvaient ça bien cool, mais ils ne participaient pas. Okay. Donc oui, il y a un problème d'équité, mais en termes de pragmatisme, il y a un problème politique. Parce qu'il y a 8 personnes, puis là, on était 6 plus 3, 9. 9 plus 8, on était 17. Puis il y en avait 8 qui avaient des plus petits logements, ou 7 qui avaient des plus petits logements, puis qui payaient beaucoup plus cher que nous. Ben là, entre 325 ou 300 piastres pour... puis 345, il y a de quoi qui ne marche pas. Puis là, je dis, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Puis moi, je voulais pousser. Là. J'étais dans le développement, je voyais que ça marchait. Ouais. Puis là, j'ai cette chose-là, j'ai dit, on n'a pas le choix politiquement, puis je voyais. Là, je négocie. Puis ça, c'était ma première série de nuits blanches ou de problèmes. Avec mon meilleur chum, il a fallu que je l'affronte. Puis en disant, on ne peut pas gagner cette bataille-là. On s'est trompé. Okay. On s'est trompé parce que le modèle allait, puis c'était un deal d'une certaine façon pour ceux qui étaient à 345, mais quand tu compares aux autres, ça ne marchait plus. Donc là, comment on solutionne ça? Bien, comment je l'avais... Moi, ce que j'avais trouvé, puis j'avais vendu à tout le monde, disait, pour que ce soit correct, les grands logements, les rez-de-chaussée, il fallait qu'ils montent à 375, admettons, puis ou à 400, puis ceux qui étaient au deuxième étage à 375, puis ceux qui étaient à 345, il fallait aussi qu'ils augmentent. Donc là, la formule, c'était la formule du 20-20-20, c'est-à-dire 20 piastres d'augmentation par année pendant 3 ans, ou c'était le 0-30-30. Donc 20-20-20, ça fait 60, ou 0 la première année, 30 la deuxième, puis 30 la troisième. Donc c'était un compromis politique, puis moi, ce que j'ai appris souvent dans la vie, il y a plein de contradictions. Il faut que tu les assumes. Les contradictions, tu les régules dans le temps. Il y a une contradiction là, mais dans 3 ans, il n'y en aura plus. Puis dans le temps, tu peux régler bien des choses. Ou en tout cas, tu donnes l'espoir que tu peux régler en termes de dynamique. Mais ça prend une vision à long terme, là, parce que... Nécessairement. Quand vous dites 0-30-30, c'est sur une échelle de 3 ans, tout à fait. Mais des visions plus larges comme celle qui va nous amener à la Oui, c'est ça. Mais là, c'est d'autres choses. C'est plus large. Mais c'est quand même, il y a des réflexes de comment tu résous des problèmes. Puis là, j'ai pas 30 ans, là, puis j'ai étudié... longtemps, je travaille au cégep, j'enseigne en mathématiques. Donc, bref, je vois que la coop, c'est une réussite. Parce que sans fric de l'État, ou presque pas, on a eu une fois une subvention, 18 000 sa première maison, puis après, je pense, c'est 36 000. On a eu des subventions en rénovation. Aujourd'hui, on a 18 logements, on est obligé d'en démolir 2 en arrière-cour là, pour faire... Mais je ne sais pas combien de millions de dollars ça vaut. Les loyers sont super bas. On est encore gestionnaire de cette coop-là. Je vois que ça ne peut plus marcher parce que les gens vont penser d'abord à eux. Ouais. Puis moi, ben, je veux développer. Le Sud-Ouest, le cadre industriel, la structure industrielle était, je ne sais pas, là, je dis 1840, 1850, 1800. Ouais. Quand ces usines-là ont été désuètes, ça a fermé, puis Pointe-Saint-Charles, puis Centre-Sud, ça a planté. Mais Hochelaga-Maisonneuve, la structure industrielle était
plus récentes, 1900, 1910, les factories, ils faisaient de la guenille, l'American Can, le porc, la biscuiterie, tout ça. Donc, ça a commencé un peu à tomber. Le monsieur qui travaille depuis 30 ans dans l'usine, qui a une bonne paye, qui rentre, qui a un secondaire 2 fort, c'est tout, puis qui dit à ses enfants, t'as pas besoin de ça, puis que ses enfants rentrent dans l'usine, mais là, l'usine ferme. Tu te retrouves avec une population de milliers de travailleurs. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus de débouchés. Il n'y a plus d'usine qui existe pour ça. Puis là, eux autres, qu'est-ce que tu fais? Tu n'as plus d'espoir. Tu as de la vente de stupéfiants. À l'époque aussi, les Hells Angels étaient là. Là, ça se dégrade. Il n'y a plus d'espoir, il n'y a plus de choses. Les enfants sont en déroute, la coke rentre, la prostitution de rue. Ça a été très, très dur. À Chagas-Maisonneuve, là, quand il y a eu, à partir de 90, ça a planté. Parce qu'il y a eu, entre 80, quand il y a eu des hauts taux d'intérêt, les loyers étaient super bas. Donc, les spéculateurs achetaient, faisaient des travaux, changeaient portes et fenêtres essentiellement. Si tu mets tout le monde à la porte, puis tu dis valeur locative 600, là, tu viens de doubler ou de tripler la valeur de la maison en changeant des portes et fenêtres. Donc, ça a fait en sorte qu'il y avait plein de logements qui étaient libres en spéculation. Il y a eu la récession, donc il y a eu des pertes d'emploi. Et là, ça a dérapé. Ça a complètement changé la dynamique du quartier. Oui, c'est une construction lente, là, mais dans les années 90, le quartier qui était le plus cité et qui avait des problèmes, c'est Chagas-Maisonneuve. On avait fait une carte, pour un géographe, avec tous les immeubles placardés où il y avait au moins un logement de libre. Puis, on voyait la carte de Chagas-Maisonneuve, il y avait des secteurs qui étaient complètement en déroute. Puis quand on allait voir les banquiers, puis on leur montrait ça, ils disaient « Mais je comprends pourquoi j'ai plein de reprises de finances. » Ici, dans Chagas-Maisonneuve, les banques sont toutes sorties dans les années 90, toutes. Il n'en reste plus une. Ils fermaient. Puis, il y avait 8 caisses populaires. Il en reste... Ça réduit. Oui, bien, ils ont toutes fusionné. Oui. Mais il y a une caisse Maisonneuve qui est pas loin d'ici. Il y avait un surplus accumulé, admettons, de 50 millions. En 3 ans, ils l'ont perdu. Oh. Parce que les gens... À cause des reprises de finances. Oui, c'est ça. Tu arrives, tu as une maison que tu as financée, admettons, ça vaut 200 000, tu as financé 125 000. Là, l'immeuble, tu le finances, c'est beau, il y a une effervescence, comme présentement. Là, c'est vide, puis le marché crash, les taux d'intérêt passent de 5 ou 6 à 10 ou 12. Les gens ne sont plus capables. Tu amènes au banquier les clés, je suis plus capable. Lui, il ne peut rien faire. Un banquier, là, il ne peut rien faire là-dedans. Puis, il y avait sans arrêt une trentaine d'immeubles en reprise. Puis à chaque fois, c'est un write-off de 200 000, 300 000. C'était vraiment... Et ça, c'était catastrophique. On a fait un petit colloque après le référendum, puis notre stratégie, on était tous des jeunes de gauche, mais pragmatiques. Là. Notre plan était super facile. Aujourd'hui, on achète une maison. Dans 3 ans, on va avoir acheté la rue. Dans 10 ans, ça va être le quartier. Puis Montréal, on va être pas mal avancé quand on va être plus vieux. Donc, c'était bon, c'est des visions, des choses. Mais il y avait une ligne. Il y avait une ligne, puis l'immobilier, je savais qu'il y avait de quoi, un outil économique. Donc, je vois que la coop ne marche pas. On est dans Chagas-Maisonneuve. Je vois des gens, il y a un problème d'habitation. Puis là, on décide de partir la CHAPEM, la Société d'habitation populaire de l'Île de Montréal, en 88. Puis je me souviens, la présentation que j'avais faite, un petit événement. Je dis, le problème, il est simple. Il faut trouver de l'argent pour acheter des immeubles. Après, il faut trouver de l'argent pour payer les gens qui gèrent les immeubles. Ça, c'était assez... Puis, troisièmement, il faut trouver de l'argent pour réduire les loyers des gens qui sont pauvres pour pouvoir atteindre notre finalité. Exact. Donc là, on part, puis pas une scène, rien. Puis je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Mais après 1 an et demi, on était propriétaire de 150 logements. Il y avait des fonds de capital de risque. Puis au niveau des sous, je voyais que je trouvais des façons d'acheter, des balances de vente, n'importe quoi, amène-le. Puis là, de 88 à 91, on achète. Puis il y a un petit programme du Québec, puis il y a la SCHL. Puis en 92, la SCHL se retire du logement social, de la production de nouvelles unités de logement social. Okay. Donc, il n'y a plus rien. Et nous, on achetait des anciens programmes,
plus les gens étaient pauvres dans tes logements, meilleur que c'était. Plus les maisons étaient dégradées, meilleur que c'était. En termes de financement. Pour avoir le financement public. Oui. Donc là, nous, on a acheté un paquet de cabanes avec du monde qui ont de la misère dans un quartier qui est en train de devenir en déroute parce que c'est à partir de 91. Puis là, la SCHL se retire. C'est ça, il ne reste plus rien. Là, tu te dis, qu'est-ce que tu fais? Puis là, je me souviens, je dormais mal à cette époque-là. Il fallait que je trouve 10 000 $ par mois pour fonctionner. Puis on n'a rien. Ça a pris 33 mois. À chaque mois, je trouvais toutes sortes d'affaires. Il y avait des mécanismes. Puis, donc, on a... Mais vous alliez hors programme. La Ville de Montréal avait parti, puis avec la SAGM, un fonds de capital de risque, le fonds d'investissement social en habitation. Puis eux, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils te prêtaient la mise de fonds. Okay. Tu allais chercher une hypothèque de premier rang. Donc, une maison de 100 000 $, par exemple. Le FICHA, le Fonds d'investissement social en habitation, te prêtait 25 000 $. Puis, tu allais voir ton banquier, puis tu dis, prête-moi 75 000 $. Tu arrives, puis à l'époque, toutes les caisses étaient séparées. Donc, j'allais voir une caisse pop, puis si j'achetais à l'autre place, je disais, bon, j'arrive, j'ai du cash comme ça. Tu me prêtes-tu? C'est correct. Puis, ça marchait, c'était serré. L'idée, c'est de dire, tu achètes une maison de 100 000 $. On suppose qu'elle va prendre 4 % de valeur par année. Okay. Donc, elle va valoir 112 000 $. Je ne fais pas de compos de 3 ans. Oui. Donc, là, on dit, vu qu'on prête toujours à 75 %, on peut te prêter 9 000 $ de plus sur la valeur anticipée. 3 000 $ par année pour favoriser ton fonds de roulement. Puis, sachant qu'à l'époque, les maisons montaient peut-être à 6 %. On achetait beaucoup comme ça. Sauf que quand on a fait ça, le marché immobilier, les taux d'intérêt ont monté. Puis, notre débouché, donc on s'est trouvé avec un parc immobilier qui ne fonctionnait plus. C'est pas parce qu'un projet en habitation sociale fonctionne, admettons que tu as un 40 logements qui génère 25 000 $ d'honoraires de gestion par année, bien, s'il faut que tu aies une équipe de 4 ou 5 personnes pour gérer cet immeuble-là, il faut qu'il y ait une direction, il faut qu'il y ait un comptable. Tu ne peux pas le payer. Ça ne marche pas. On ne couvre pas les frais d'opération. Donc, il y a comme des seuils de rentabilité. Puis ça, au début de la HPM, je disais, on achetait, puis là, à un moment donné, je disais aux membres du CA, vous allez voir, quand on va être rendu à 100 logements, ça va bien aller. 100 logements, je suis monté tout de suite. Là, ça ne marchait pas. Je faisais tout, puis je collectais les loyers, je faisais la comptabilité, je faisais les dépôts, je trouvais des réparations, je parlais aux locataires, je louais, j'allais à la régie, je revenais. C'est 116. Puis l'habitation, c'est comme être fermier, agriculteur avec des vaches. Ouais. 365 jours par année. Le train, il faut que tu tires tes vaches le 25 décembre au matin. Donc là, on était voir les sœurs Sainte-Croix. Il y avait 2 sœurs militantes, là, des radicales, ils vivaient dans le milieu, ils étaient impliqués, des sœurs de gauche. Puis là, je leur dis, écoutez, on a besoin d'argent pour notre développement organisationnel. Je leur fais une page, puis là, je leur explique, bien voici, on a besoin de 100 000 $ vous nous prêtez 100 000 $, puis on va payer des salaires pour pouvoir grossir. Là, les sœurs m'écoutent, puis là, il y a la sœur économe, puis il y a la générale, puis c'est comme ma mère vient de la campagne, puis mon père aussi. Donc, ça pourrait être mes tantes. C'est le même genre du bon monde, pas compliqué, mais ils sont fait avoir, les sœurs. Donc, la sœur économe, elle a son MBA quand même en finance. Là, j'explique mes affaires, puis là, la générale prend ma feuille, la tasse, puis met les mains comme ça sur la table, elle dit, « Monsieur Racette, parlez-nous de vous. » OK. Puis là, j'ai dit, OK. Qu'est-ce que je fais? Puis, je suis pas quelqu'un qui fronte, tu sais. Puis, ça vous n'étiez pas à l'aise. Puis, c'était du bon monde. Puis là, j'ai dit, écoutez, j'ai une conjointe, on n'est pas mariés, on a 2 jeunes enfants, on ne les a pas fait baptiser, j'ai étudié, je suis sorti de là avec un chèque de 100 000. Vous aviez mentionné tantôt que vous aviez une certaine capacité à convaincre les gens. Oh, pas mal. C'est ce qu'on voit. C'est ça qui a joué. Finalement, on part, puis nous, notre première vision, qui est très judéo-chrétienne, c'est si on offre à des familles à faible revenu ou qui peuvent être insérées sur le marché du travail, mais à bas salaire, un logement bon pas cher, ils vont avoir plus d'argent pour s'occuper de leurs enfants, les envoyer à l'école, puis
progresser dans la vie. Donc, vous voyez l'effet de levier. Ouais. C'est ça qui est le pari judéo-chrétien au départ. On va retirer du marché des immeubles, on va essayer d'avoir des subventions gouvernementales, puis dans le temps, c'est que si tes loyers, tes augmentent juste, le marché va toujours plus vite qu'une indexation ordinaire. Par exemple, si on suit la Régie du logement, ben le marché est comme 3 % par année, historiquement 4 %, puis la Régie du logement, c'est 1,5 %. Donc, au bout de 20 ans, ça fait... Un grand écart. Un grand écart. Bref, on part comme ça, on est dans le Hochelaga Maisonneuve, et arrive la crise immobilière, puis tous les problèmes de déroute sociale, prostitution de rue. Là, on est vers la fin des années 80. Là on est en début, après 91. Ça, c'est 91 jusqu'en 95, 96. Ça va pas très bien au Québec non plus. Le taux de chômage est super élevé. Il y a une lutte à l'inflation, au déficit toujours aussi. Le gouvernement fédéral a un déficit astronomique, donc ils mettent des mesures importantes. La SCHL n'est plus financée probablement à cause de ça. Le gouvernement du Québec à l'époque, ce sont les libéraux. C'est Bourassa, il y a quand même l'intervention, mais c'est serré, puis on a des problèmes de finances publiques importants. Et là, nous, on a des contre-coups. On fait encore une autre vague de désinstitutionnalisation aussi en santé mentale. Il y a eu une première vague des années 80, puis dans les années 90, il y en a eu une deuxième. Donc, on est là-dedans, puis là, on se rend compte que juste offrir du logement beau bon pas cher, c'est pas suffisant. Puis quand tu as une piquerie, puis là, on s'est mis à acheter des maisons de chambre où il y avait des opportunités, puis là, on dit, c'est pas assez. Ouais. Non. Là, notre pari judéo-chrétien, il ne marche plus. Parce que ce qu'on se rend compte aussi, c'est que dans certains immeubles qu'on a rénovés ou qui sont pas pires, qu'il y a une locataire qui a un supplément loyer, donc une subvention de l'office municipal, donc elle paye 25 % comme dans HLM. Mais si à gauche puis à droite de son logement, ou juste à côté, il y a une piquerie, où ça va mal, tous les gens qui sont mobiles économiquement vont quitter ça. Puis qui va rester? Les plus pauvres. Ouais. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que nous, en voulant faire le bien, on fait le mal. On a un effet pervers. Pervers. On tient captif des gens pauvres. Ils sont attachés par leurs subventions. Puis rapidement, on a eu plein de cas. Je me souviens d'une réunion de conseil d'administration, le même soir, dans une semaine, j'avais eu 3 cas de coke. Donc là, on dit, on a un problème. Parce que dans le modèle judéo-chrétien, il y a des anges du monde qui vont se faire aider, puis magiquement. Mais dans la vraie vie, il y a des problèmes. Mes enfants vont à l'école Barry. Il y a 500 enfants. On reçoit les enfants, les amis de nos enfants, puis ils ont toutes les dents carriées, qui ne mangent pas. Puis là, tu dis, Et la directrice d'école fait écrire par des avocats interdit aux parents d'entrer dans le cours d'école. Parce qu'il y a du recrutement. Parce que tu vois des petites flounes de 12-13 ans, complètement âgées, tout sales, qui font la rue Sainte-Catherine. Oh boy. Donc, on est dans ce contexte-là, puis nous, on vit, on est dans Hochelaga Maisonneuve, dans quoi, puis on voit ça, puis là, tu dis, non, le logement social, c'est pas ça, là. On n'est pas à bonne place. C'est un outil, c'est pas une fin en soi. L'habitation n'est pas une fin en soi. C'est un moyen de transformer parmi d'autres. Puis c'est un moyen qui est structurant, parce que tu es attaché à ton logement puis à ton territoire. Donc, il faut aller plus loin. C'est ce qui va vous amener à faire des partenariats, j'imagine. Tout ça. Donc, on est sur une autre vague, puis on parle de revitalisation urbaine et sociale avec des agents, en partenariat avec des agents socio-économiques. Donc là, moi, je commence à avoir plein de partenariats. Foyer des jeunes travailleurs. On achète une piquerie, une maison de chambre, on la rénove. Foyer des jeunes travailleurs rentre là, il s'occupe de jeunes. Il est place aussi à l'emploi. Après coup. Ils les hébergent, c'est un modèle français. Ensuite, on travaille avec des immeubles à SHDM, qui étaient des piqueries ou des lieux de criminalité. On les prend, et là, on fait des partenariats avec la vague de désinstitutionnalisation en santé mentale, le Mûrier, l'Échelon, le Parcours. Donc, là, les gens prennent comme des vols d'avion. Je te prends 20 personnes, je te prends 20 logements, je mets un soutien communautaire, puis je les suis. Donc là, un immeuble de 52 logements, c'est comme un avion de 52 places. Tu dis, bon, l'Échelon va en prendre 22. Là, je rencontre la directrice générale du refuge des jeunes, super brillante, engagée, et je vois la place, puis là, je me dis, OK, on fait un deal. Puis là, eux, quand les jeunes sortaient du refuge, il y en a qui retournent dans la rue, mais il y en a qui ont besoin d'un logement de transition.
Comme supervisé. Oui, c'est ça. Un logement supervisé, c'est le bon terme. Donc là, on fait un deal avec eux. Donc, finalement, on fait des deals avec plein de monde. À un moment donné, je comptais, on avait 25 partenaires. Donc, notre modèle, c'est, nous, on s'occupe de l'habitation, puis on a des partenaires qui vont s'occuper du support communautaire, puis on essaye de trouver des partenaires où ils viennent nous voir, parce que souvent, il arrive les gens, l'État, l'administration publique, ils ne savent pas quoi faire, puis ils disent « Ah, va nous voir, il n'y a pas d'idée. » Donc, il y a comme... Puis, je livrais, puis j'étais créatif, puis avec les gens, c'est des deals là, que tu montres. Là, tu dis, OK, c'est quasiment le pacte de sang. Là, avec le refuge, je me souviens, c'était un pacte important. C'était du heavy duty. Puis là, la SAGM, elle prenait ça après quoi? Vous avez fait ça? Vous avez dû nous en parler. Je dis, mais regarde, c'était une piquerie, là, c'est rempli. Papineau-Bélanger, un bloc de 139 studios. On a fait encore la même chose. Il y a une centaine d'appartements supervisés. Aujourd'hui, c'est difficile parce que l'environnement change. Mais... Donc, notre modèle est comme ça. On fait râler aussi l'approche mur à mur de l'État. Puis certains gens qui disent qu'ils font du logement supervisé social, puis on n'est pas en opposition. Il peut y avoir les deux, mais de faire la démonstration que tu peux le faire autrement, ça peut être fatigant. Donc, on était, à certaines occasions, un peu fatigant, mais bon, bref. Vous êtes capable de vivre avec ça? Tout à fait. J'ai pas de trouble, puis je l'explique, puis je dis, bon, c'est ça, mais on fatiguait dans l'approche. Donc là, on est rendu aux années 2000, ça fait 12 ans, on est rendu à la fin de notre logique d'offrir du logement à beau bon pas cher puis faire des partenariats. Parce qu'on travaille par projet. On ne travaille pas sur des territoires. Donc, et la nuance semble être importante. Là. Oui, c'est parce que quand tu as le projet, sa finalité, c'est qu'il marche. Oui. Tu peux avoir aucune transformation sociale. C'est comme, je vais prendre des CEDEC, Corporation de développement économique communautaire. Okay. Puis les CLD après, j'ai été longtemps au conseil d'administration de ces choses-là. Puis, ils disent, OK, on a un problème d'emploi, comme dans Chagrin-Maisonneuve. L'État a mis beaucoup de fric pour créer de l'emploi pour des gens qui n'avaient pas d'emploi, qui avaient perdu leur emploi puis qui étaient sous-scolarisés. Donc, ils ont créé des structures gouvernementales ou paragouvernementales avec le milieu, pour que le milieu se prenne en charge pour reprendre ces choses-là. La question, c'est que l'individu que tu prends là, il va-tu à la fin avoir un job? Ça, c'est la première partie, c'est l'employabilité. Mais l'autre partie, c'est que tu as un employé qui peut travailler. Est-ce qu'il y a un job pour l'embaucher? Ouais. Ça, c'est l'autre chose. Donc, il faut que tu tombes dans le développement économique. Oui. Puis si tu veux faire de la transformation sociale ou de l'amélioration sociale, s'il n'y a pas du développement économique, tu peux pas. Ça ne marchera pas. Ça ne marche pas. Donc, c'est comme une vision encore plus globale. Donc, c'est peut-être. Puis ça, je tiens ce discours-là, moi, dans des milieux où je suis. Puis quand j'étais avec des gens des syndicats, parce qu'à un moment donné, dans les tables de concertation, il y a des gens de la FTQ ou de la CSN qui sont là. Oui. Puis je vais parler avec quelqu'un aussi qui a une grande influence à HPM, Jean Sylvestre, qui était à FTQ, puis au Fonds de solidarité, puis un militant de très, très longue date, où on a connecté rapidement. Mais on était différents. Lui était syndicat, défense de droit. Moi, j'étais solidarité, développement économique. Avec des visions communes. Des visions qui peuvent se conjuguer, oui. Des finalités communes. Okay. Puis des valeurs communes. Mm-hmm. Parce que, puis, il y a plein de monde qui ont les mêmes valeurs, mais quand tu passes à l'acte, c'est autre chose. C'est autre chose. Il y en a qui peuvent être... tu leur donnerais le bon Dieu sans confession sur leurs valeurs, mais quand tu les laisses à l'action, tu te dis, c'est les pires crapules qui n'existent pas. Puis ça, il y en a dans tous les milieux. On est rendu au bout de notre logique, puis des projets. On a plein d'immeubles, mais on n'a pas d'impact collectif. Là, je prends des mots d'aujourd'hui. On n'a pas d'impact territorial, puis le goût de transformer la société, puis de faire de quoi. Puis là, on est rendu peut-être à 700, 800 logements. Là, puis là, il y a aussi les programmes d'économie sociale qui rentrent avec le gouvernement du Parti québécois en 1998. Jusqu'à là, on avait 0 subvention. Puis on roulait, nos projets avaient des subventions pour faire la réalisation. Puis nous, on était payés avec les revenus de gestion. Oui. Mais les revenus de gestion ne supportent pas l'organisation. Puis les premiers seuils de rentabilité où tu es super fragile, c'est 400 logements. OK. Parce que, je ne rentrerai pas dans le calcul, mais en bas de 400 logements, tu n'es pas capable de soutenir, admettons, une direction avec... tout le personnel qui est minimal. Puis là, tu es super fragile parce que si quelqu'un part,
Tu es à risque. Tu es à risque. Donc, la deuxième étape, c'est de monter à 800. OK. Où là, tu peux faire des doublons. Tu vas avoir, admettons, un comptable plus fort, puis un technicienne comptable. Tu vas avoir quelqu'un dans ton équipe d'entretien. Mais là, à 800 logements, tu as d'autres enjeux qui demandent de l'expertise. Donc là, tu dis, il faut que je passe à 1200. Mais là, à 1200, tu commences à avoir des problèmes de ressources humaines. Oui. Puis, plus tu réussis, plus que tu fais demander de choses. Bref, je suis rendu au bout du chemin parce qu'on ne fait que des projets, que je trouve ça intéressant. Il y a toujours un plaisir à prendre un immeuble en déroute, à le rénover, à mettre des projets, mais c'est lié, tu donnes du service. C'est le service d'État. Et là, vous voulez aller plus loin. On veut aller plus loin, puis j'ai une très bonne connaissance que je croisais, Patrice Rodriguez, mais il était un intellectuel, un grand professeur, mais il partait des affaires, puis là, il était consultant, puis là, il se posait la question de l'exclusion sociale. Puis il a fait un film qui s'appelle Parole d'Exclus, une étude comparée, Montréal, le Brésil, puis l'Argentine. Puis le film a été financé par la Fondation Chagnon, par M. Chagnon père, qui le trouvait fascinant, Patrice. Il le trouvait fascinant parce que M. Chagnon, un homme extrêmement intelligent, il voulait changer le monde avec son paramètre, avec sa fondation. Puis là, il disait, mais comment que je m'y prends? Il faut que tu comprennes la base, il faut que tu aies vécu. Puis Patrice, je le connaissais bien, puis il me parlait de ça, de l'exclusion. Puis il disait, il n'y a pas de filet social au Brésil et en Argentine. Puis les gens s'organisent. OK. Donc il y a une mobilisation. Qui pourrait vous inspirer. Oui, bien, il cherchait un modèle, parce que lui, ce qu'il voyait, c'est qu'au Québec, on donne juste des services. OK. Donc, tu as une prestation de service, tu as un bénéficiaire, c'est pas un citoyen, c'est pas un être humain. C'est un bénéficiaire ou un client, je me fatigue, mais un bénéficiaire, mais ce n'est pas un citoyen. Puis là, il faut faire plein de nuances. Il y a un concept fondamental, il y a une essence là-dedans. Le citoyen, il a un libre arbitre, il peut prendre des décisions, il est capable de poser une analyse, puis il est capable de bouger. Ça, c'est la théorie. Dans la pratique, il y a plein de monde qui sont en déroute, puis une des choses importantes des discussions puis de la parole d'Exclus, c'est l'exclusion sociale, c'est pas une fatalité, c'est une construction sociale. Si tu mets des gens, tu les empêches d'aller à l'école, évidemment, les gens qui ont des problèmes physiques, des handicaps, que tu as un problème en santé mentale, des déficiences intellectuelles, c'est sûr que tu ne peux pas participer aux mêmes courses, puis là, une question de solidarité. Mais il y a une partie du monde qui ont une capacité, si tu leur en donnais, de faire de quoi? Ça, c'était au niveau de l'exclusion. Après, depuis 20 ans, on l'a bien jazzé puis nuancé, les variations Goldberg, je ne sais pas, c'est bien là, tous les nouveaux arrivants, la diversité, rapport homme-femme. Pourquoi qu'une femme n'est pas capable, sur des CA, il y avait juste des gars, les femmes, la même chose. Puis là, il y a toutes les affaires de genre, d'orientation sexuelle, mais c'est toute la même matrice de transformation. Puis là, j'embarque avec Patrice là-dedans. Il fait son film, il fait une tournée de son film, de tous les syndicats, de tous les groupes. Puis là, il forme une organisation qui s'appelle Parole d'Exclus, qui veut faire de la transformation sociale, puis ça veut être un mouvement. C'est à la fois quelque chose d'opérationnel, mais aussi de très politique. Donc, moi, je connais Patrice, puis je dis, ouais, OK, il y a de quoi là? Puis là, je cherche d'autres choses. Puis là, il parle de transformation sociale. Puis là, je dis à mon CA, la CHPM, c'est comme un laboratoire. On a plein d'immeubles partout, puis on essaie toutes sortes d'affaires. Puis ça marche. Ça marche pas. Et là, Patrice m'arrive avec ça. Puis il y a du monde, des chercheurs de l'UQAM, Jean-Marc Fontan, Juan Westklein, il y a Fondation Chagnon qui est derrière, il y a Vincent Van Skendel qui est aussi... c'est du monde brillant. Je trouve ça super intéressant. Puis il dit, c'est facile l'approche, on s'en va sur un terrain, puis on fait une étude des aspirations et des besoins. Ça, j'aimais ça. L'aspiration, c'est le rêve, puis ta capacité à changer. Et toutes ces discussions-là avec Patrice, on était au restaurant, puis on a monté quoi? Puis on a fait une alliance, CHPM Parole d'Exclus, en faisant une approche qui était territoriale de mobilisation citoyenne. Donc, l'approche, nous, s'occupait de l'habitation puis de financer des affaires. Puis, Parole d'Exclus avait du financement. Puis, à un moment donné, la Fondation Chagnon a dit, OK, comme au casino, je prends tous mes jetons,
pas toutes, là, parce qu'il y en a beaucoup, mais je mets un paquet de jetons sur Parole Déçue. Je paye un incubateur universitaire qui va les suivre pendant des années, puis on roule là-dedans, puis on est dans le système, le système de mobilisation citoyenne par le logement social. On l'appelle comme ça. Donc, on est dans un système où Parole Déçue est au centre, puis il y a tout ce qui est périphérique. Au niveau politique, ça va poser des problèmes à un moment donné, mais l'expérience vaut vraiment le coup. Et eux s'en vont, puis là, ils font des études d'aspiration et besoins des gens. Tu crées le lien de confiance, tu as le diagnostic des gens. Qu'est-ce qui ne marche pas? Il y a trop... on était sur Pelletier puis Henri Bourassa, c'est juste à côté de Pineux. Les autos passent trop vite. On est insécure, il y a bien des pocheurs. On n'a pas d'espace vert. Donc là, on fait une étude porte-à-porte. Il y a des universitaires qui travaillent. Puis là, on fait une assemblée générale. Tu te dis, vous amenez ces solutions-là, on va mettre en place vos solutions. Qui c'est qui embarque? Ça, c'est dur de dire non. Et là, la mission de la CHAPEM a changé à ce moment-là. Il y a un mot qui a changé. C'était travailler à revitalisation urbaine et sociale en faisant des projets d'habitation immobilier en partenariat pour la population locale qu'on avait. Puis là, on a rajouté pour et avec la population. Oh, ça change quand même beaucoup. Oui, le avec, c'était avec Parole Déçue. On le faisait avec des partenaires, mais là, avec Parole Déçue, on avait un plan commun. Puis là, on est avec des universitaires, puis là, on dit, OK, on est sur un territoire. Puis là, il y a des dynamiques sociales. Donc, là, on passe, puis on le théorise après coup. Je passe du logement social, judéo-chrétien pour aider les gens en offrant du logement pour qu'ils deviennent des meilleurs citoyens, à revitalisation urbaine et sociale, à la construction de communautés solidaires, inclusives, puis on a rajouté durable. Ça, c'est marketing. Mais le durable va rentrer dans les grands enjeux parce que quand tu as des immeubles, quand tu changes ta toiture, tu peux l'améliorer. Dans 25 ans, tu peux te poser d'autres systèmes. Tu peux faire de l'agriculture urbaine. Tu as plein de choses, toute la gestion de tes déchets. Donc, il y a un immense potentiel dans l'habitation de contribution à la transformation sociale. Mais, comme Patrice disait souvent, nous ne sommes que des anecdotes. Tu sais, quand tu as un projet qui est magnifique, comme le refuge des jeunes, bien, quand France puis l'Albéria vont partir, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va rester? C'est quoi la relève? C'est quoi la relève? Puis là, c'est comme la relève des PME. C'est la même chose. Donc, là, tu te dis, si tu vas avoir un impact collectif puis se faire de quoi, il faut que ça soit plus gros. Donc là, on travaille avec des partenaires. Puis là, on a un système de mobilisation. Puis, on a pris des risques. Puis on a fait, à Montréal-Nord, là, on a fait en 10 ans quelque chose comme 425 logements. Donc, c'est à peu près 60 millions d'investissements. Quand même. Oui, puis dans la pire place, là, à Montréal, personne ne voulait y aller, nous on y allait. On a fait une expérience, puis là, il y a toutes sortes de considérations financières qui fait qu'on peut se stabiliser. Ce matin, je parlais à quelqu'un de mon conseil d'administration. Je dis, OK, ça a coûté cher, on a un déficit de 800 000 $. On a 90 logements. Ça veut dire, c'est 10 000 $ à logement. C'est pas cher. Sur 20 ans, parce que les projets de réalisation d'habitation aujourd'hui, c'est 200 000 $ à porte, 250 000. Fait que dans le fond, les gens nous demandent toujours, vous ne viendriez pas dans nos quartiers. Puis des fois, la Ville de Montréal va dire, non, c'est trop compliqué. Mais c'est peut-être la CHAPEM y allait. Donc là, on a décidé de rester surtout dans Chagrin-Maisonneuve puis à Montréal-Nord. On a des centaines de projets qui ont des difficultés parce qu'ils n'ont pas l'infrastructure opérationnelle qui fonctionne. Qui sont tous déconnectés. Puis avec leur petit CA, puis avec leur... Pas de vue d'ensemble. Puis pas de capacité. À un moment donné, c'est la question de capacité. Puis présentement, à cause de la pénurie de la main-d'œuvre, on est dans le chenoute. Parce que les gens qu'on payait plus que le communautaire, admettons, parce qu'on est... admettons qu'on payait des gens à 50 000, 60, 65 000. Aujourd'hui, il faut que tu mettes au moins 20 000 $ de plus. C'est pas évident, là. Non. Puis ceux qui étaient à 17 $, 18 $, bien, eux autres, puis que leurs fric viennent de l'État ne fera pas le 4 $ de plus. Donc, ces organisations-là ne vont pas avoir de staff. Ça va faire mal. Oh. Ça va faire mal. Toute notre structure est en train, puis on voit dans les infirmières, puis l'État paye, là, ça. Mais tu ne peux pas créer des infirmières comme ça, là. Non. Tu ne peux pas créer des médecins comme ça. On arrive dans
dans une période où la construction de communautés solidaires inclusives, ça commence à être acheté. Là, tu dis... Acheté comme idée, là. Comme idée, puis au niveau du service d'habitation. Donc, là, je commence à faire une tournée, puis à dire, on devrait travailler sur des territoires. Puis là, on arrive, puis c'est vraiment le pitch, je fais le tour, vraiment, je vais avoir rencontré la politique. Puis là, j'arrive à SCHL. Puis là, M. Duclos vient juste d'arriver, puis un ministre qui était en termes intellectuels, puis vraiment brillant. Quand il est entré au pouvoir, tout de suite, puis ça, j'ai appris ça, toutes les grandes boîtes, la SCHL, Statistique Canada, ils ont déjà leur plan, dépendamment du type d'orientation politique. Du ministre ou du gouvernement qui rentre. Il me fait appeler d'une table ronde. Bonjour, M. Racette, le ministre Duclos aimerait vous rencontrer. OK. C'est une table ronde. On est 12. M. Duclos est là, qui est un économiste qui a travaillé sur la pauvreté. Puis il sait de quoi il parle. Il sait tout à fait de quoi il parle. Puis il dit, écoutez, j'ai 1h15. Dites-moi, faites-moi l'analyse des choses. C'est des sommités, il y a du monde du Fonds de solidarité, il y a du monde de la Caisse d'économie solidaire. Il y a quelqu'un aussi du privé qui coach le gouvernement du Québec. Là, quand je fais mon pitch de finance, tout le monde dit raison, OK, c'est beau. Et là, à la fin, je dis, j'ai encore de quoi, M. Duclos? Puis là, je dis, on a un problème à Montréal. Tout le monde travaille séparément. Oh. On veut, puis j'essaie, puis ça ne marche pas. Je commence à expliquer ça, le ministre. Je vais dans un colloque une couple de jours après. Là, il y a une vice-présidente de la SCHL. Elle dit, M. Racette, ce que vous avez dit, là, on a la même analyse. On ne peut pas travailler. Tout le monde se chicane. Puis il y a du cash. Et je continue ma tournée, puis je rencontre des gens de la SCHL, puis là, je leur explique la vision. Puis moi, mon idée, c'est faire une alliance. Une alliance des propriétaires sans but lucratif pour avoir une intervention au niveau du grand centre urbain. J'écris un mémoire. J'écris un mémoire dans le cadre de leur campagne. Ils voulaient avoir leur politique ou leur stratégie du logement abordable au Canada. Puis là, j'ai réuni, moi, tous les gens de Montréal en habitation pour dire... Puis là, je suis aidé par le chantier d'économie sociale, entre autres Nadine Nimtam qui back ça. Puis je réunis, puis c'est eux autres qui préparent, j'ai pas l'infrastructure. Puis on fait le pitch. Puis un des pitchs importants, c'est que maintenant, le développement économique, c'est pas des luttes entre des pays. C'est pas comme ça se passe. Le développement économique, c'est des luttes entre territoires urbains. OK. Par exemple, en avionique, jusqu'il n'y a pas longtemps, il y avait une lutte féroce entre Bombardier, Embraer, Airbus. Oui. Puis aux États-Unis, probablement Boeing. Donc, c'est Toulouse contre Montréal, puis une ville au Brésil. Donc, la game se joue là, parce que, pas la ville, le centre urbain. Oui. En pharmacologie, en pharmaceutique, la même chose. Donc, Boston, Montréal, Londres. Oui. Donc, la richesse, c'est plus les États qui le font. C'est les villes. C'est les grands centres urbains. Les grands centres urbains, oui. C'est les grands centres urbains qui sont des créateurs de richesse. Et également des immenses créateurs de pauvreté et d'exclusion sociale. Si tu n'es pas capable de suivre la parade, on te tasse. Puis tu es out. Puis là, c'est toute la vision de parade de l'exclusion qui était inclue. Et le problème de l'exclusion sociale, puis de la pauvreté, c'est qu'elle ne se tape pas également sur le territoire. Elle se concentre dans certaines zones urbaines. Montréal-Nord, Oshaga-Maisonneuve. Et ça nuit au développement économique. Donc, il faut travailler l'habitation comme un outil d'intégration puis de construction de centres urbains prospères, dynamiques. Il faut de la prospérité puis du dynamisme, c'est important, mais c'est aussi de la solidarité puis de l'inclusion sociale. Ouais. Parce que si tu parques un paquet de monde dans un territoire, puis là, je pense à la France puis à Paris, où tu es envoyé dans le nord de Paris, c'est des no man's land, la police ne veut même plus y aller. Tu crées des... On n'a pas rien réglé, là. C'est affreux, cette chose-là. Ouais. Donc, c'est ça la grande idée. Puis, pour travailler ça, il faut que tu gères par portefeuille, puis par projet. Il faut que tu travailles des zones urbaines. C'est d'envoyer un beau projet dans une place qui n'a pas une dynamique urbaine très conflictuelle. Ça ne réglera rien. Ça ne réglera rien. Tu jettes du cash pour rien. Ouais. Il faut que tu aies une approche globale de mobilisation citoyenne où tu donnes un logement sécuritaire aux gens. Mais il faut que tu les amènes. Peux-tu contribuer? Tu ne peux pas te limiter à ça. Il faut bâtir par-dessus. Sa finalité, ce n'est pas d'offrir un logement bon pas cher aux gens. Ça passe, c'est un moyen. Mais la finalité, c'est l'émancipation,
c'est la participation. Une des choses que j'ai appris à Parole Lexus qui était extrêmement importante, la pauvreté, c'est une chose. Mais l'exclusion sociale, c'est d'autres choses. Si on te dit, tu as un problème en santé mentale, puis je te dis, écoute, je te donne un chèque d'aide sociale, 900 pièces par mois, je ne sais plus que c'est combien, là, le maximum, tu as un HLM, crisse-moi la paix, reste chez vous, tu n'existes plus. Ça, c'est de l'exclusion sociale. Et ça, là, ça tue un être humain, comme la chanson Félix Leclerc. C'est la même chose. Tu tues un être humain qui pourrait contribuer à sa juste valeur. Là, ça demande une expertise. Moi, l'idée que quand tu es dans un collectif, tu dis, même si tu n'as plus de capacité, on compte sur toi pour une contribution. Il n'y a pas de bélastage. Moi, souvent, je dis, puis on a beaucoup de nouveaux arrivants chez nous, tu vis dans un système où il y a plein de gens avec des référentiels complètement différents. C'est sûr que le défi de compréhension est gigantesque. C'est gigantesque de vivre ensemble puis de construire la communauté solidaire, inclusive et durable. Et ça, c'est important. Mais pour le faire, puis c'est ça, c'est qu'il faut que tu travailles à l'échelle du grand centre urbain en disant, peu importe la ligne politique que tu veux faire du développement économique. Puis là, bon, il y a eu cette idée-là des grands centres urbains, de t'allier ensemble. Là, on essaye de le faire. C'est pas facile. Il y a des conseils d'administration, il y a des cultures organisationnelles. Vous faites ça maintenant. Oui, on travaille depuis 4-5 ans. Là, on est rendu, on a trouvé de l'argent. On est en train, là, on va partir pour embaucher une direction générale, pour mettre en place. Mais le fait d'appréhender les problèmes sur une base territoriale avec l'Office municipal, au départ, c'était avec la SAGM puis l'Office municipal. Puis, c'était pas juste de Montréal. Il y avait un groupe de la Rive-Sud, solide. Donc, j'étais dans transgression complète. On n'est pas juste à Montréal. On est avec grand centre urbain. Et là, le pitch ou le statement, c'était « Nous sommes propriétaires et gestionnaires de 32 000 logements. » Là, c'est pas... Si on prend juste le petit groupe, c'est « Nous sommes propriétaires et gestionnaires de 4 300 logements. » Ça ne résonne pas. On est partout sur le territoire. On peut se donner ensemble, mutualiser des choses, puis le travailler autrement, avec une expertise qui n'est pas juste une expertise de développement, mais une expertise d'opération qui te permet d'ajuster ton développement. Dans le fond, on ne réglera pas le problème du logement social avec le logement social. Bien, ça dépend, c'est quoi notre finalité. Mais si la finalité... On ne parlera même pas de transformation sociale. Améliorer la condition humaine, on n'y arrivera pas. De plus en plus, les problèmes d'habitation, c'est des problèmes de territoire puis de dynamique urbaine. Parce que, ouais, mais en fait, ce que j'entends dans ce que vous me dites, c'est qu'il ne faut pas juste leur donner un logement, il faut leur donner un avenir aux gens. Oui, bien, de l'espoir puis un avenir, oui. C'est ça. Une possibilité de contribuer, je dirais. Oui. Minimalement, une possibilité de contribuer parce que c'est à très géométrie variable, mais... le fait que tu es dans un groupe de personnes, puis tu dis, tu peux m'amener une contribution, mais ça, c'est flyé à vendre à l'État. Mais si les gens sentent qu'ils ont une contribution, qu'ils peuvent amener de quoi, qu'ils peuvent participer, bien, ils vont peut-être prendre moins d'antidépresseurs. Oui. Ils vont peut-être moins aller taguer le mur. Ces jeunes, puis ça dire, regarde, fais-moi une murale ou faites quoi. Mais ça demande une expertise, un engagement, puis une reddition de compte qui est différente. Est-ce que vous avez réussi la mission que vous aviez, les idées que vous aviez au départ? Est-ce que vous avez réussi à les atteindre? Il y avait deux choses. Il y avait tout ce que j'ai, les 4 visions là, qui partent. Là. Oui, on aide du monde, mais le problème ne se pose pas en termes social puis dynamique sociale puis urbaine. Le problème ne se pose pas comme il était posé il y a 30 ans ou il y a 32 ans. Les tensions sociales, la diversité, il y en avait, mais pas tant que ça, puis c'était pas un enjeu, de mon point de vue. Là, donc, là-dessus, on a réussi à constituer un parc immobilier sans but lucratif, par redresser un de nos choses. On a redressé plein de projets. Ça, c'était notre marque de commerce. Donc, ça, c'est une grande réussite. Parce que moi, je l'ai vraiment vécu au dur. Je suis parti avec un crayon Bic, avec 0 logement. Puis, je les ai tous achetés un après l'autre, dans des programmes, avec des choses complexes. Et nos projets sont d'une complexité en termes intellectuels. C'est super trippant.
Puis on travaille avec du monde brillant aussi. Les gens de bâtir son quartier, là, les gens avec qui je travaille. Hein. Vos partenaires, vos Oui, les partenaires. Oui. Aujourd'hui, les défis qu'on a à faire sont énormes, pour ce que je disais là. Oui. Ils sont énormes, mais si on regarde ce qu'on avait posé au départ, puis ce qu'on est rendu aujourd'hui, check. Parce que, je dis souvent des fois, même dans mes rêves les plus fous, j'aurais jamais imaginé me rendre si loin. 1800 logements, puis les chiffres que je disais, là, c'est à peu près 1,5 milliard. Puis la bête va continuer de se nourrir. Oui. Non. L'autre, c'était l'instrument économique en dehors des programmes. Là, encore, on l'a réussi. On a un tableau, là, c'est compliqué dans nos affaires. On a plusieurs corporations. Il y a la Société Mère, puis il y en a d'autres pour toutes sortes de raisons. La Société Mère, par exemple, si on vendait tout ce qu'on a aujourd'hui, on aurait à peu près, je pense, c'est 17 millions qui resteraient. Puis, on l'avait fait pour tous nos projets gouvernementaux, pas il y a une couple d'années, puis on disait, on montait à peu près à 90 millions, je pense, un chiffre que 88, 90 millions, puis si on vendait tout, il restait 40 millions. Donc, il y a quelque chose d'intéressant si on enlève les programmes, puis c'est une question, je dis souvent, la question de la chimie, c'est comment transformer le plomb en or. En or. Vous l'avez trouvé? Non, je cherche encore. Ce que vous nous dites, puis je pense que ça pourrait être notre conclusion, ça déborde de beaucoup le logement. Vous êtes parti du logement, mais on touche à l'ensemble de la problématique. La société. Ou des problématiques de la société. C'est un peu dans un cadre géographique puis territorial. Vous aviez un message à lancer à nos dirigeants et à nos gouvernants. Qu'est-ce que ce serait? Pour avoir des communautés viables, des dynamiques fiables, ça coûte, il faut s'investir. Puis pour s'investir, bon, il y a de l'engagement personnel, ça c'est important, puis c'est des valeurs, mais il faut donner aussi des sous pour soutenir ça, parce que ça va coûter beaucoup, beaucoup plus cher, puis nos enjeux sont beaucoup plus complexes puis profonds que ce qui était, je pense, il y a 15 ans, il y a 20 ans. C'est vraiment plus difficile, puis si on n'a pas le courage de dire aussi aux gens, parce que c'est facile de jeter la faute à l'État. Les gens voulaient des baisses d'impôts. Donc, si tu n'es pas prêt, comme citoyen, à payer des impôts pour te donner les services, bien, c'est ça que ça va péter. C'est ça que ça va péter. Et là, on le voit. On a négligé, puis ce qui paraît pas, on a négligé nos routes, on a négligé nos ponts. Puis là, ça tombe dans santé et services sociaux. Ce qui se passait avec les personnes âgées, là, de la COVID, c'est affreux. Puis là, il y a comme le wake-up call, puis on va mettre de l'argent. Ensuite, bon, jeter de l'argent sur des problèmes, ça ne les règle pas tout le temps. Il y a de l'organisation, l'État. Travail aussi à faire. Ben, écoutez, M. Racette, j'espère que nos dirigeants vous auront entendu et écouteront vos recommandations. Merci beaucoup pour cette entrevue. Ça a été fort agréable. Merci. Merci.